Le 25 janvier 1978, j'embarque sur le Destrée. Il fait partie d'une série modernisée d'escorteurs anti-sous-marins auxquels, entre autres, on a ajouté un sonar remorqué. Le gabarit de ce bâtiment et le type de confort trouvé à bord sont similaires à ce qu'offrait le Tartu, une de mes précédentes affectations. Je conserve à bord les fonctions de détecteur armes, DETARM, en second, auprès d'un collègue de même grade, plus jeune et récemment breveté supérieur. Le matériel que nous devons entretenir, dépanner, voire réparer, est un DRBC 32A, une version un peu plus complexe et plus ancienne que le DRBC 32C, dont j'avais seul la charge sur l'aviso escorteur enseigne de vaisseau Henri. Mon binôme, qui avant mon arrivée avait l'habitude d'œuvrer sans partage sur son radar, m'en fait part gentiment. Je l'assiste, je ne fais rien hors de son contrôle. Il est, de par son brevet supérieur, le chef. Seul ou en escadre, le Destrée prend régulièrement la mer, soit pour entraînement, soit pour accomplir diverses missions en Méditerranée. Au cours de ses sorties, il fait aussi relâche dans des escales intéressantes et nouvelles pour moi. Pourtant, du moins au début, je néglige certaines habitudes, comme par exemple celle qui consistait à prendre des notes. Entre mon embarquement en janvier et le mois de juillet, nous sommes reçus dans 4 villes. La première est Héraclion, sur l'île grecque de Crète. C'est au printemps, il y fait encore un peu frais, mais certains arbres sont fleuris. La végétation de type méditerranéen a gardé un peu de ses couleurs. Les sommets de la chaîne montagneuse centrale de l'île sont encore sous la neige. Les vestiges de civilisations anciennes ne sont pas rares. Lors d'une excursion, je visite les ruines d'un vaste palais à Knossos. Après sa destruction, suite à un séisme ou peut-être à une invasion, je ne sais plus, il en reste des structures bien visibles, suffisamment nombreuses pour permettre d'imaginer sur cette étendue un ensemble complexe dédié non seulement à l'habitation mais aussi aux loisirs ou au commerce. Du reste, on y trouve de grandes jarres ventrues, presque sphériques, ornées de motifs en relief et portant encore des traces de décoration peinte. Elles sont, pour certaines, remarquablement bien conservées. Plus tard, c'est un pittoresque village côtier que l'on nous fait découvrir. La mer ici est forte, les vagues remontent l'étroite plage de sable, sans toutefois atteindre l'étrave de longues barques tirées au sec par les pêcheurs. Les maisons cubiques, souvent blanches, suivent le rivage, à l'abri d'un rideau d'arbres qui, je pense, sont des tamaris. Les terrasses des quelques établissements ouverts sont totalement désertes, les rues du village tout autant. La seule activité visible se situe autour des embarcations que l'on bichonne dans l'attente d'une nouvelle sortie en mer. La plage est flanquée d'une avancée rocheuse, percée de grottes, qui, nous dit-on, étaient autrefois habitées en permanence. À la belle saison, elles abritent maintenant des hippies. Après la Crète, le Destrée rejoint le temps d'une très courte escale l'île de Santorin. Nous mouillons là dans l'ancien cratère du volcan, largement ouvert sur la mer après son explosion. Le village, tout blanc et lumineux sous le soleil, est accroché à la pente abrupte de l'île principale. Le site est surprenant. Ces intermèdes touristiques terminés, nous effectuons notre mission de piquet radio, c'est-à-dire nous partons en écoute radio au large des côtes du Liban. Et puis enfin nous rentrons à Toulon. Une autre mission nous mène en Adriatique, où nous relâchons quelques jours à Venise. Le Destrée est alors amarré au quai d'honneur, à 3 minutes de la place Saint-Marc. Pour l'équipage d'un bâtiment de guerre, c'est une opportunité inouïe. Notre résidence se trouve à proximité immédiate des points les plus remarquables de la ville. Je sors tous les jours, guidé par un détecteur qui connaît très bien cette ville pour y être passé souvent. Nous visitons monuments, palais, places, ruelles, canaux. Et puis tous les soirs, nous mangeons à l'italienne dans d'adorables petits restaurants.
Cette ville me plaît beaucoup et nous y sommes bien accueillis. C'est au cours d'une sortie d'escadre comportant une mission de surveillance en mer Noire que le Destré fait 2 nouvelles escales. La première ayant lieu en Grèce, sur l'île de Mykonos. Là, nous sommes au mouillage, assez loin de la côte, en compagnie d'un paquebot. Le temps est magnifique, ciel bleu sans nuages, mer bleue et plate comme la surface d'un lac. Nous débarquons dans un petit port abritant de longues barques similaires à celles de la Crète. Certaines sont au sec sur le quai, où elles subissent de menues réparations. Au milieu de tout cela, des enfants font couler le robinet d'une fontaine pour abreuver un pélican visiblement habitué à se faire servir ici. Un attroupement de touristes s'est formé autour du grand oiseau blanc et rose, si peu farouche. Sur un côté de la baie, des habitations sont disséminées sur une avancée de terre aux apparences de millefeuilles. Devant nous, et sur la droite, le village s'étend autour d'une anse aux eaux limpides, teintées par les différences de profondeur, presque comme dans un lagon. Les premières maisons, d'un blanc éclatant, sous le soleil, ont un accès direct à la mer et bien souvent des embarcations sont amarrées devant les entrées. Plus loin, des moulins à vent, alignés eux aussi face à la mer, attendent désespérément aujourd'hui la venue d'une brise pour travailler. Ce sont de gros cylindres maçonnés, enduits de blanc, coiffés d'un cône de chaume grisâtre et percés de petites ouvertures sur plusieurs niveaux. Le piège avant est constitué d'une sorte de roue à rayons au banné, sur laquelle on a fixé des toiles triangulaires semblables à des voiles. Au-delà du front de mer, on entre dans un autre univers constitué de ruelles étroites, d'allées fraîches, calmes, serrées entre les murs des habitations et des commerces. Sur les façades immaculées, portes et volets de couleurs vives, balcons et escaliers de bois apportent un contraste et de la gaieté. Partout c'est possible, fleurs, arbrisseaux et plantes grimpantes égayent encore ces rues, par ailleurs d'une grande propreté. Des rues que seuls les piétons et quelques cavaliers à dos d'âne peuvent emprunter. Bien souvent, ces derniers sont des vendeurs de souvenirs et des vendeurs de fleurs. Certains passages sont couverts, ils sont surmontés d'une habitation. Près de l'un d'entre eux, nous rencontrons une vieille dame installée sur le pas de sa porte, en train de filer une laine grossière. Quelques restaurants et cafés disposent de minuscules terrasses toujours judicieusement arrangées, où il fait bon s'arrêter le temps de déguster un ouzo bien frais. La petite église, toute blanche elle aussi, mérite bien une visite. Sur le devant, à l'étroit sur une minuscule place, quelques arbres aux troncs noueux se dressent, presque aussi haut que le clocher. Après ces quelques jours passés à Mykonos, nous appareillons vers la mer Noire. La seconde escale de cette sortie doit avoir lieu en Bulgarie, à Varna. Pour la circonstance, nous avons à bord du personnel des services de renseignement, parlant la langue du pays et portant à cette occasion des uniformes d'officiers et d'officiers mariniers. Cette escale dans un État communiste nous vaut une information pointue sur un certain nombre d'incidents dont ont été victimes nos prédécesseurs et aussi sur les moyens de les éviter. À terre, il nous a été demandé d'observer notre environnement, puis de rendre compte de tout élément qui nous semblerait digne d'intérêt. Avant de rejoindre ce pays, le Destré doit gagner la mer Noire. Il s'engage alors d'abord dans le détroit des Dardanelles, et là, en regardant défiler la côte toute proche, j'ai une pensée pour Armand, le vieux berger de mon village, qui a combattu ici, dans un corps expéditionnaire de marsouins, la coloniale. Il a vu sombrer en quelques instants l'escorteur Bouvet dans ce détroit. Cette tragédie, il me l'a relatée en détail maintes fois. J'étais un des rares jeunes à l'écouter et je lui posais de nombreuses questions. Le Destré poursuit son chemin en mer de Marmara. Nous y croisons des bâtiments de commerce dont un battant pavillon du RSS.
Devant nous, une frégate antiaérienne de l'escadre ouvre la route. Nous sommes maintenant en vue d'Istanbul. Nous passons sous le pont qui réunit artificiellement l'Europe et l'Asie. Sur les rives se dresse une mosquée flanquée de fins minarets. Ailleurs, ce sont des fortifications médiévales qui témoignent d'une autre culture. Entre les deux parties de la ville, malgré la présence du pont, le trafic batelier reste dense. Enfin, après avoir passé le détroit du Bosphore, nous entrons en mer Noire. Nous y effectuons une mission de renseignement en écoutant les fréquences radio, en cherchant et décortiquant les émissions radar à l'aide de notre ARBR, appareil constitué pour la recherche, et de notre ARBA, qui lui est destiné à l'analyse. Notre présence dans ces eaux est forcément connue, alors comme nous le ferions nous-mêmes en de telles circonstances, les bâtiments de guerre naviguant dans notre secteur s'imposent un silence radio et radar. En conséquence, notre récolte d'informations est maigre, voire inexistante. De plus, dans la mesure où nous avons dans notre sillage un de ces faux chalutiers soviétiques bardés d'antennes se livrant lui aussi à des écoutes, nous sommes nous aussi tenus au silence. Après quelques allées et venues, dans la partie sud de la mer Noire, nous rejoignons notre prochaine escale. Varna est une ville de taille moyenne, de 170 000 habitants, propre et coquette, du moins dans les quartiers que je visite. C'est une station balnéaire où bon nombre de ressortissants des pays dits satellites de l'URSS viennent passer leurs vacances. Georges Marchais, le chef du Parti communiste français, y séjourne aussi régulièrement. Les rues, dont certaines sont réservées aux piétons, sont remplies de promeneurs. Ils profitent des vitrines bien garnies, des espaces verts nombreux et ombragés, des terrasses de restaurants où ils viennent déguster une glace. Autrement dit, en apparence, rien ne différencie cet endroit de nos villes côtières du Sud. Je visite ici une église orthodoxe coiffée de plusieurs coupoles surmontées de grandes croix. À l'occasion d'une autre sortie, au bord de la mer Noire, je découvre un complexe touristique bien agréable. Il y a une belle et grande plage propre, bien aménagée, des hôtels plus que corrects, des circuits pédestres, un petit train routier et d'autres équipements dédiés aux vacances. Les constructions sont blotties dans une forêt de feuillus, chênes et hêtres qui ne craignent pas de pousser au plus près des côtes de cette mer si peu salée. Je découvre aussi avec beaucoup d'intérêt un vieux patrouilleur semi-submersible de la marine bulgare. C'est un modèle de construction française. Il est édifié comme un monument, au sol, loin de son élément naturel, ouvert sans frais et en toute liberté à qui souhaite le visiter. Pour finir, suivant les conseils de ceux qui m'ont précédé, et aussi par curiosité, je me rends dans un magasin luxueux, ouvert seulement aux étrangers. Dans cet établissement, toutes les grandes marques, y compris les marques françaises, proposent des produits à des prix intéressants pour nous. Intéressants, mais sans plus. Au bout de cette escale, très préparée et redoutée, force est de constater que tout s'est bien passé et que, même si l'on sent bien que le paradis ne se trouve pas ici, l'étape a été plutôt agréable. En route vers notre port d'attache, nous repassons par les étroits chenaux qui séparent l'Europe de l'Asie, avec en tête les espoirs que suscite notre prochaine mission, Sargasse 7. Comme son nom ne l'indique pas, elle doit nous conduire sur les côtes africaines et brésiliennes, alors qu'à l'origine, ces missions de présence s'effectuaient plutôt autour des Antilles. Donc le moment venu, nous appareillons de Toulon, en septembre, accompagnés par l'aviso Jean Moulin. Au large de la Mauritanie, un pêcheur breton nous contacte par radio. Il est sur les bancs depuis des semaines. Il nous propose du poisson frais en échange de légumes. La transaction s'effectue, mais c'est un marché de dupes. Nous lui cédons essentiellement des choux, alors qu'il espérait des salades et d'autres légumes frais. Le 21 septembre 1978, à 8 heures,
Nous accostons dans le port de Nouadhibou, autrefois appelé Port-Étienne, à l'époque où ce pays était une colonie française. La Mauritanie, dont la plupart de son territoire est désertique, trouve l'essentiel de ses ressources dans l'exploitation de minerais de cuivre et de fer. Ces minerais sont acheminés par voie ferrée jusqu'à Nouadhibou pour y être chargés sur des minéraliers, puis exportés. Ces trains miniers sont extrêmement longs et lourds. Ils nécessitent une traction conjointe de plusieurs motrices. La population nomade, nombreuse et diverse, vit ici de l'élevage de moutons, de chèvres et de dromadaires. L'Atlantique est ici très poissonneux, ce qui constitue une autre source de nourriture, voire même de revenus. Les flottes de pêche étrangères, trop nombreuses, détruisent inexorablement ce potentiel au détriment des populations locales. Je visite le temps d'une journée ce coin de Sahara dépouillé ou presque de toute végétation. Ce jour-là, le ciel bleu, vide de tout nuage, n'offre aucun obstacle aux rayons du soleil. Ils viennent frapper les maisons basses et blanches de la petite cité, conférant au paysage une luminosité extrême. Le sable jaune est ici partout présent, à l'extérieur de l'agglomération, mais aussi dans les rues et dans les cours. Ce sable, allié au vent, a décapé jusqu'à la tôle les calandres de quelques voitures qui circulent, voitures françaises principalement, des Renault 4L souvent. Le marché représente aujourd'hui la grande activité locale. Il est, semble-t-il, organisé autour d'installations permanentes, construction de bois branlantes, abritant des boutiques auxquelles viennent s'ajouter temporairement des stands plus précaires. Comme souvent constaté ailleurs, nous représentons une opportunité pour les vendeurs. Ils nous sollicitent, en premier pour acheter bien sûr, mais aussi pour les photographier devant leur commerce. À part quelques cartes postales, je ne trouve rien ici qui me fasse envie. Le 23 septembre 1978 à 8 heures, le Destré reprend la mer. 2 jours plus tard, le 25 septembre 1978, à partir de 8 heures, nous relâchons à Dakar pendant seulement 24 heures. Ce jour-là, je fais avec 2 copains une longue promenade dans la capitale sénégalaise. Le centre de la cité n'est pas très différent de nos villes françaises. Immeubles, rues et espaces paysagers forment un ensemble ordonné, assez bien entretenu, agréable comme l'est par exemple la place de l'Indépendance. Pour autant, et pourtant, dans un de ces quartiers bien fréquentés, il nous arrive la chose suivante. Un individu, un noir, jeune et assez incisif, nous demande en français une cigarette. C'est bien peu de choses, aussi il l'obtient sans délai. Comme il faut aussi lui fournir du feu, le copain Nieti avance vers lui son briquet allumé. Le noir s'empare alors brutalement du zippo, puis il prend la fuite en courant. Nous le poursuivons jusqu'au moment où nous réalisons que, pour les passants et les badauds, nous sommes perçus comme des agresseurs. Prudents, avec la rage au cœur, nous mettons fin à notre course et expliquons l'objet de cette poursuite à qui veut bien nous entendre. Bien peu de monde en fait. De plus, il me semble déceler chez ces gens une indifférence amusée et une complicité. Pour rompre avec cet incident, nous nous replions vers le quartier plus populaire de la gare. Là, répondant aux suppliques d'une vieille femme qui, s'adressant à nous en mauvais français, tente de nous vendre ses cacahuètes, nous lui en commandons 500 grammes. La vente au poids semble lui être inconnue, du reste elle ne dispose d'aucune balance. Elle a seulement à sa disposition un petit récipient de bois, une mesure qu'elle plonge, pour la remplir, dans un grand sac plein d'arachides grillés et décortiqués. Elle en verse ensuite le contenu dans le cornet de papier journal qu'elle vient de confectionner pour nous. Elle compte le nombre de prélèvements en rabâchant dans sa langue une phrase longue, une phrase trop longue, ce qui ralentit exagérément le remplissage. Le prix demandé est calculé par rapport au nombre de doses transférées dans le cornet.
Comme cette pratique nous amuse, nous patientons, mais bon sang, qu'est-ce que c'est long. Le soir, de retour à bord, les délicieuses cacahuètes locales accompagnent à merveille la bière bien fraîche qui termine une journée, somme toute, plutôt bonne. Le matin du 26 septembre 1978, nous reprenons la mer. Du 2 octobre 1978 à 8 heures au 4 octobre 1978 à 8 heures, nous relâchons à Port-Gentil, dans la jeune République du Gabon. Comme d'habitude en escale, c'est à pied que j'explore une première fois les lieux. Cette visite de la petite ville ne me laissera pas de grands souvenirs. Et il fait tellement chaud ici que les copains et moi, nous ne pensons qu'à chasser la canette. Pendant ce court séjour, je fais l'acquisition d'un timbre-poste de 1000 francs CFA, imprimé en relief sur une feuille d'or. Le 6 octobre 1978, à 8 heures, le Destré mouille devant Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Le Congo, État indépendant depuis 1960, est situé dans le golfe de Guinée, entre le Gabon au nord et la République démocratique du Congo au sud. À ma première descente à terre, sur une plage sablonneuse, proche du lieu où nos barcasses accostent, j'observe avec intérêt le travail d'un artisan charpentier. Avec un outil rudimentaire, il taille et dégage d'un grand tronc d'arbre une forme monobloc et longue. C'est une embarcation qui sera, je pense, aussi robuste qu'insubmersible. Ces pirogues, nombreuses sur le site, sont principalement destinées à la pêche côtière. Autour de cet endroit, des centaines de fûts de bois précieux, débarrassés de leurs écorces, attendent, en flottant dans l'eau salée, d'être chargés sur des cargos. Le bois, et plus récemment le pétrole, sont des richesses pour ce pays. Je poursuis ma visite dans la ville, cette fois traversant quelques beaux quartiers où de coquettes villas anciennes entourées de verdure évoquent l'époque coloniale. Les établissements publics sont généralement bien entretenus. C'est le cas de la gare des chemins de fer congolais. Construite dans un style indéfinissable, elle est esthétiquement plutôt réussie. Au cours de notre promenade, nous ne rencontrons aucune hostilité de la part des habitants. Ils semblent assez indifférents, même les plus jeunes, hormis une bande d'étudiants qui nous interpellent gentiment pour nous inonder de leurs questions. Ils veulent tout savoir de notre vie sur le bateau, mais aussi, et surtout, sur la vie en France. Les échanges de vues, très amicaux, sont largement facilités par l'utilisation du français, langue officielle de nos deux pays. Avant de nous quitter, ils insistent aussi pour que nous les prenions en photo. Nous restons 3 jours à Pointe-Noire, le temps de faire alentour une courte excursion qui ne me laissera pas de grands souvenirs, sinon celui de notre guide, un missionnaire catholique particulièrement sympathique. Le 9 octobre 1978 à 8 heures, nous quittons le Congo à destination du Gabon. Du 11 octobre 1978 à 8 heures au 12 octobre 1978 à 8 heures, le Destré effectue une nouvelle escale à Port-Gentil. J'en profite pour approfondir un peu ma connaissance de la ville. Du 13 octobre 1978 à 8 heures au 17 octobre 1978 à 8 heures, nous faisons escale au Cameroun. À Douala, principal port du pays, ville plus peuplée que la capitale Yaoundé, j'explore une partie de l'agglomération sans y faire de grandes découvertes. Le lendemain, je participe à un voyage plus intéressant vers le mont Cameroun, un massif volcanique qui culmine à 4070 mètres. Nous rejoignons en quart la rivière Voum, dont les eaux calmes et boueuses serpentent au milieu d'une végétation tropicale épaisse. La chaleur ici est grande et l'humidité ambiante empoisse tout ce que l'on touche. Notre guide nous dit que ce fleuve a servi autrefois de limite entre des territoires que se sont partagés 3 nations européennes, dont la France. Un second arrêt, un peu plus long, nous est accordé dans une petite agglomération typique
où se tient aujourd'hui un marché alimentaire. Il y a peu de choses à voir, c'est plutôt notre venue qui constitue l'événement local du jour, en particulier pour la jeunesse féminine. Au terme programmé de notre expédition, le bus nous dépose sur les contreforts de ce massif impressionnant qu'est le mont Cameroun. En altitude, le climat est plus agréable, on y respire un air plus frais et les effets désagréables de l'humidité ont disparu. La végétation, moins variée, plus clairsemée, comporte des zones d'herbage propices à l'élevage. Des cultures diverses, dont celle de la banane, se pratiquent localement avec de bons résultats sur des terres apparemment fertiles. Malgré la bruine qui parfois nous entoure, il est possible de voir le sommet du mont, et au loin, en contrebas, on distingue aussi une belle demeure construite par l'Allemagne pour son administrateur colonial. Nous passons quelques instants photos autour d'une ferme d'élevage de bovins qui, s'il n'y avait pas eu alentour des palmiers, aurait pu s'intégrer dans bien des paysages français d'altitude. Sur le chemin du retour, nous faisons une dernière et trop courte halte dans une petite ville avant de regagner nos pénates. Du 19 octobre 1978 à 8 heures au 22 octobre 1978 à 8 heures, le Destré mouille à Lagos, la capitale du Nigeria. Cette ancienne possession britannique, aujourd'hui indépendante, dispose de nombreuses ressources dont la plus importante est le pétrole. La ville s'étend au bord d'une vaste lagune dans un delta chenalé praticable par des navires de haute mer. La cité, très peuplée, possède des infrastructures récentes, modernes, mais pas toujours esthétiques. D'autres quartiers moins florissants se développent en périphérie. La langue anglaise pratiquée ici complique les échanges avec la population. Il faut, pour se faire comprendre, ressortir nos quelques connaissances en la matière et les associer au langage universel des signes. C'est une escale agréable, disposant de tous les atouts liés à une grande ville, sans plus. Mardi 24 octobre 1978, il est 8 heures, heure locale. Notre bâtiment effectue une autre escale en Côte d'Ivoire, près d'Abidjan. Pour rejoindre le centre de cette capitale d'un demi-million d'habitants, les copains et moi avons recours à un taxi. Nous l'avons loué pour quelques heures, afin qu'il nous guide dans une visite des sites les plus intéressants de la cité. Nous roulons près d'une zone lagunaire avant d'emprunter un long pont autoroutier, depuis lequel nous découvrons, face à nous, de grands immeubles modernes enracinés dans une végétation aménagée. Devant, c'est le plateau, nous dit notre chauffeur. C'est le centre de la ville et le quartier des affaires. Et puis le pont, c'est le pont Houphouët-Boigny. Nous progressons maintenant à faible allure dans les plus belles artères de la capitale où, au pied des buildings et dans un cadre verdoyant, se succèdent des magasins aux vitrines bien achalandées, des boutiques, des restaurants ou des bars aux terrasses accueillantes. Quel contraste avec les villes précédemment visitées. Ici, tout semble organisé, propre, harmonieux et agréable. Nous demandons néanmoins au chauffeur d'étendre le périmètre de la visite, si possible, vers le quartier défavorisé de Cocody, qui, s'il est, paraît-il, typique, jouit aussi d'une mauvaise réputation. Malgré sa réticence, il satisfait à notre demande, non sans avoir auparavant prodigué quelques conseils de prudence, si nous devions descendre du véhicule. Il est vrai que sur place, au milieu des habitations de tôles ondulées, dans des ruelles de terre battue, notre présence suscite des sentiments divers, observés au travers d'attitudes ou simplement de regards, tantôt mauvais, tantôt rieurs, notamment chez les plus jeunes. Ces jeunes enfants sans haine qui, comme dans de nombreux pays, aiment faire les clowns devant les objectifs et se faire photographier. À l'issue de notre contrat avec le taxi, et suite à notre demande, le chauffeur nous dépose devant l'une de ces terrasses ombragées repérées auparavant dans le quartier du plateau. De retour à bord, en écoutant les autres collègues permissionnaires, je constate que presque tous s'accordent à dire qu'Abidjan est une belle et agréable ville.
une sorte de vitrine pour l'Afrique francophone. Aujourd'hui, je pars à la découverte de l'arrière-pays, en car, avec un guide. En première partie, nous visitons une plantation de palmiers à huile. Les plantes bien alignées sur de vastes espaces portent des fruits ronds de couleur sombre, réunis en grappes denses au sommet des troncs, juste à la naissance des palmes. Ces fruits pressés donnent une huile utilisée en alimentation. Un autre arrêt nous conduit au cœur d'une plantation d'hévéas. Au milieu de cette forêt bien particulière, un employé de la société d'exploitation nous fait un historique sur le caoutchouc et sur les plantations dans nos anciennes colonies. Pour conclure ce long et complet exposé, nous avons droit à une démonstration de saignée. On peut alors observer la sève blanche qui coule vers un gobelet de récupération fixé au bas de la blessure sur le tronc. Le latex fige ensuite assez vite, formant une pellicule souple et hermétique sur le contenu du gobelet. Cette méthode de récupération fait bien sûr penser au résinage des pins dans les Landes. Plus tard, en fin de matinée, on nous montre une bananeraie. Là, je suis moins intéressé, j'en ai vu d'autres dans maints endroits de la planète. Après le traditionnel pique-nique pris au beau milieu de la nature et de la végétation exubérante, sous un ciel de plomb, nous réembarquons dans le car. Nous avons rendez-vous avec un chef de village, une personnalité locale dont la renommée est construite sur le fait qu'il a rencontré le général de Gaulle. Sur place, une fois la demande d'audience acceptée, le grand homme nous reçoit et répond aimablement à nos questions sur le sujet qu'il affectionne, c'est-à-dire le général. C'est une rencontre bien sympathique avec un homme posé et d'une grande modestie. Ensuite, dans le village, des pêcheurs nous proposent une sortie en pirogue sur le lac. Les embarcations longues et basses peuvent emporter une dizaine de passagers avec un équipage de 2 personnes. Je regarde amusé les premiers embarquements de nos marins qui, prenant place un à un dans cet esquif instable, le font rouler bord sur bord. Avant même d'appareiller, l'équipage doit écoper sans relâche l'eau qui envahit le fond. La scène est dissuasive, je décide donc de rester sur la terre ferme, car un naufrage me semble inévitable. Finalement, tous ces amateurs d'émotions fortes prennent le large et reviennent sans qu'aucun incident n'ait eu lieu. Ils ont gardé leurs uniformes bien secs, hormis les chaussures. Avant de quitter demain la Côte d'Ivoire, nous retrouvons le temps d'un après-midi le plateau à Abidjan. Le 28 octobre 1978 à 8 heures, le destré appareille, puis il fait route vers le Sénégal.